Formidable. Alors, bonjour, bon après-midi à tous et à toutes. On a bien fait de choisir une grande salle, parce qu'il y a du monde, c'est bien, ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse et il y avait de la concurrence. Donc, merci d'avoir fait le choix du financement de la transition écologique. On a trois invités, deux invités extérieurs et une ministre pour parler de ce sujet. Je vais commencer par nos invités extérieurs, si Madame la Ministre me le permet, en commençant par Léa Falco, que je invite à me rejoindre à la tribune, qui est une des représentantes de ce qu'on appelle parfois la génération climat, qui se mobilise pour faire avancer les politiques publiques, qui n'est pas simplement, et je t'en remercie, on échange régulièrement sur ces sujets, pas simplement dans l'alerte. L'alerte est toujours nécessaire, mais je pense qu'on est à peu près tous convaincus maintenant et bien au courant de l'alerte. La question, c'est comment on fait. Comment on fait, comment on change les conservatismes, comment on bouscule les choses et comment on trouve les voies de passage. Et c'est très utile qu'on ait des mouvements comme celui que tu présides ou que tu animes, que tu tous, voilà, c'est l'égalitarisme écolo, et donc dont tu fais partie, pour modestement, bien évidemment, très modestement, et à ton humble échelle, pour faire avancer la cause. Jean Pisani-Ferry, que je présente. Donc Jean a tellement de casquettes que ça prend la moitié de ma feuille de présentation. Je pense qu'au-delà du côté enseignant, chercheur, économiste, think tank européen, etc., je pense que ces dernières semaines et ces derniers mois, tu as été particulièrement présent dans le débat public sur le fameux rapport sur le financement de la transition écologique qui nous a occupés pas mal. On y reviendra pour savoir comment on allait y répondre. Et ça a donné lieu à un certain nombre d'arbitrages budgétaires qui, je peux le dire, n'auraient pas été pris sans ton rapport et sans ton apport. Donc, ne serait-ce que pour ça, merci beaucoup. Je te laisse t'asseoir. Et Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Alors, tu te mets là. Allez, hop. Si je me décale un peu de toi, Agnès, ce n'est pas par manque de solidarité, c'est pour essayer de tenir un équilibre. Donc je vais animer ce temps d'échange qui a vocation à en gros répondre à deux grandes questions. La première question, c'est aujourd'hui, quels sont les besoins, où en était-on avant, où en est-on maintenant en France et aussi en Europe, parce que cette dimension du financement de la transition ne peut pas se penser uniquement à l'échelle nationale. Et nous, avec notre identité politique européenne, c'est encore moins nous qui allons le faire uniquement à l'échelle nationale. Donc un état des lieux le plus précis, le plus quantifié, le plus documenté possible aux deux échelles. Premier élément du débat. Et puis le deuxième, c'est comment on finance. Comment on finance, une fois qu'on a identifié ce qu'on avait à faire et savoir où on en était, comment on finance. Et évidemment, on reviendra sur les propositions qui figurent dans le rapport, qui ont été parfois largement déformées dans le débat public, tu l'as rappelé toi-même, mais qui néanmoins font l'objet de discussions, y compris au sein de la majorité. Et tu as eu l'occasion d'intervenir, je crois, en septembre devant le groupe Renaissance aussi, et devant d'autres groupes politiques. Donc je pense que c'est très bien qu'on ait ce temps aussi dans la vie d'un parti. Je vais commencer par te donner la parole, Jean, si tu en es d'accord, pour résumer, mais vraiment dans quelques minutes, le fameux chiffre qui a été identifié. Alors, en gros, ton rapport se résume à ISF vert, alors que ça n'est pas l'ISF vert, et 66 milliards d'argent public, alors que ça n'est pas 66 milliards d'argent public. Bon. Donc, en gros, si tu peux, sur le premier, on y reviendra après, mais sur le deuxième, si tu peux expliquer comment vous avez construit votre raisonnement, et ensuite, on reviendra sur la façon dont nous, on l'a compris et on a commencé à l'opérationnaliser derrière. Merci Pascal, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Bon, la transition, c'est d'abord un choc d'investissement, public et privé, d'un montant qui est fait à peu près consensus, qui est de l'ordre de 2 points de PIB, 66 milliards. Ensuite, il y a une question de partage public-privé qui est un peu plus compliquée, parce que ça dépend des instruments, ça dépend
de la manière dont les choses se font. Il n'y a par exemple pas consensus en Europe sur le partage public-privé. Mais nous, on a donc dit c'est 66 milliards d'investissements annuels à l'horizon 2030. Donc pour public et privé, dont un peu plus de 30 milliards d'investissements publics, voilà, ou de dépenses publiques. Ça, c'est beaucoup, c'est un choc important. Et la question, c'est pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est parce que la transition, le mécanisme de la transition, c'est un peu de sobriété, parce qu'on doit tous, on peut tous changer nos habitudes. C'est un peu, mais c'est à plus longue échéance, de réorientation de l'effort de recherche et développement. Et c'est beaucoup de substitution de capital aux énergies fossiles. Si on réfléchit une seconde, quel est le mécanisme sous-jacent à un barrage, à une ferme solaire, à une éolienne, à une centrale nucléaire, ou bien à une pompe à chaleur, un véhicule électrique et l'isolation des bâtiments? Derrière, il y a chaque fois de la dépense en capital. Et la contrepartie de cette dépense en capital, c'est que les coûts d'exploitation vont baisser. Alors, la transition, c'est compliqué parce qu'on est dans une période dans laquelle il faut faire des dépenses en capital et les coûts d'exploitation ne baissent pas tout de suite, ne serait-ce parce qu'il faut le temps de construire ces installations. Mais le mécanisme, à terme, c'est bien celui-là. Et donc, c'est pour ça que ça coûte cher et c'est pour ça qu'il faut construire un ensemble de mécanismes qui incitent à ce que ces investissements se fassent. Je m'arrête là. Donc, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on n'est pas dans une formation, mais au moins on aura bien compris, c'est 66 milliards de plus par an d'ici 2030, enfin en 2030 plutôt, c'est en 2030, public et privé. La montée en charge, on peut en voir, et je ne pense pas que la contrainte à court terme, par exemple en 2024, la contrainte, ce n'est pas une contrainte de financement, c'est une contrainte de mise en œuvre. Donc c'est ce travail-là, et je vais maintenant passer la parole à Agnès, c'est ce travail-là qu'on a essayé de segmenter, d'ailleurs en lien avec toi et avec Selma, les deux co-auteurs du rapport, et avec le secrétariat général à la planification écologique, pour aboutir à des choix budgétaires qui sont ceux qui ont été annoncés par la Première ministre avant l'été et confirmés bien évidemment par le Président de la République dans la séquence récente sur la planification écologique, de 7 milliards d'engagements cette année de plus, budgétaires, ce qui, selon nous, et je crois que tu l'as confirmé pour cette année, puisque ensuite se posera la question de la planification sur laquelle, bien évidemment, tu vas revenir dans la durée. Cette année, selon nous, on est au niveau de financement nécessaire pour être à la hauteur budgétaire, des financements budgétaires pour être à la hauteur de nos objectifs climatiques, ce qui, à ma connaissance, est la première fois dans toute l'histoire de ce sujet, et je pense que c'est quelque chose dont on peut, nous, être raisonnablement fiers. Un commentaire. Je pense que oui. D'abord, je confirme tout à fait. Je pense qu'on est effectivement, pour l'année 2024, au niveau qu'il faut. Ensuite, il y a la question de savoir comment on prolonge l'effort, mais en 2024, c'est ce que je voulais dire quand je disais la contrainte n'est pas financière, n'est pas budgétaire. Et puisque tu parlais de la comparaison avec les autres pays européens, effectivement, on est au niveau qu'il faut et on est à un niveau qui est élevé en Europe. On a un niveau de définition de la stratégie, de construction d'un plan de transition qui, étonnamment, n'existe pas dans les autres pays européens et n'existe pas au niveau de l'Union dans son ensemble. L'Union dans son ensemble a fait un travail remarquable de législation, mais ce travail consistant à compter combien ça coûte, on est à peu près les seuls à l'avoir fait. Merci. Agnès, donc sur la base du rapport de Jean-Pierre Pisani-Ferry, je vais reprendre le micro, Jean, si c'est possible, mais aussi évidemment sur la base de ta responsabilité dans la partie énergétique, qui est un élément clé, pas exclusif, mais clé du problème. Aujourd'hui, où penses-tu que nous en sommes dans la capacité à financer la partie énergétique de notre transition ?
Alors, merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Peut-être rebondir sur quelques points qui ont été dits. D'abord, l'ampleur de l'effort. Si on se projette dans ce qui a pu exister en termes d'efforts comparables dans notre histoire économique, c'est au fond le début de la révolution industrielle, avec le déploiement de tout le réseau ferroviaire qui a pesé 2 à 3% d'investissement de PIB chaque année à cette époque-là. Donc c'est intéressant d'avoir ce comparatif parce qu'on voit à la fois l'énormité de l'effort, puisqu'on crée une nouvelle infrastructure, et on voit aussi les bénéfices qu'apporte cette nouvelle infrastructure. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est notamment une situation dans mon domaine qui est l'énergie, où on doit quasiment rebâtir 80 à 90% de notre système énergétique. C'est-à-dire que d'ici 2050, les actifs énergétiques dont nous disposons aujourd'hui, qu'ils soient carbonés ou décarbonés, n'existeront grosso modo plus, puisque les centrales nucléaires sauront arriver en fin de vie. Alors, ce n'est pas 2050 à la date près, mais c'est l'idée générique. Il y a des journalistes dans la voilà. salle. Mais forcément, c'est comme tout actif, à un moment, ils arrivent en fin de vie. Je ne donne pas une information ni un scoop. La deuxième chose, c'est que, évidemment, a priori, les actifs, enfin, tout ce qui est pétrole, les gaz et charbon a vocation à disparaître, donc à ne plus exister. Et il faut le remplacer par autre chose en le construisant maintenant. Donc c'est juste pour donner le caractère vertigineux de ce qui est devant nous. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que dit également Jean, c'est que tout ça a une valeur. C'est-à-dire qu'on a fait notre système ferroviaire il y a 150 ans et on s'en trouve très bien aujourd'hui. Donc ça apporte du positif aux Français et à la population dans la durée. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, grâce à ces chiffrages, on a pu augmenter significativement nos budgets. Dans le seul secteur de la rénovation thermique, on mettait 2,4 milliards d'euros l'année dernière. On monte à 5 milliards d'euros cette année. Donc c'est une enveloppe absolument énorme. Alors je passe entre le budgétaire, la mobilisation de la trésorerie, peu importe, mais c'est gigantesque. C'est la même chose dans le verdissement des flottes. C'est un petit peu moins grand comme augmentation. La troisième chose, c'est est-ce qu'on a raison de le faire? Oui, parce que ça frémit, au sens où la baisse de nos émissions de gaz à effet de serre sont en train de s'accélérer. Je donne 3 chiffres. On était à 1% de baisse de gaz à effet de serre chaque année, grosso modo 2012-2017. On est passé grosso modo à 2% 2017-2021, enfin si on fait les 5 années pleines. 2022, on est à moins 2,7%. De ce que je sais des chiffres du G20, c'est la meilleure performance. Et depuis le début de cette année, on est à moins 4,3%. Je ne dis pas qu'on va tenir la trajectoire sur toute l'année, parce qu'on va rentrer dans le dur là sur les mois d'hiver. Mais ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, manifestement, donne lieu à des résultats. Ça, c'est pour ceux qui peuvent se dire c'est désespérant, on n'arrive pas, on a l'impression d'avoir une montagne énorme à gravir. Non, ça fonctionne. Ça fonctionne peut-être pas aussi vite qu'on le veut, mais ça fonctionne. Et dernier point, comment on va faire, où on en est? Mais en fait, la planification écologique, c'est un plan de bataille. C'est un plan de bataille secteur par secteur. Sur l'industrie, comment on s'y prend. Sur les transports, comment on s'y prend. Sur les transports, comment on s'y prend dans l'avion. Comment on s'y prend dans le train. Comment on s'y prend dans les transports du quotidien. Comment on s'y prend pour le véhicule, avec des hypothèses qui sont parfois fortes et avec des politiques publiques. Comment je fais pour qu'il y ait plus de transports en commun du quotidien pour que vous changiez d'habitude de transport, c'est-à-dire que vous ayez des transports fiables, sécures et réguliers, et que du coup, vous abandonniez votre voiture. C'est un pari. Je ne dis pas que dans 7 ans, vous abandonnerez votre voiture, quand bien même il y a un magnifique métro ou RER métropolitain à la porte de votre maison. Mais ce pari-là, il est crédité de crédit pour le financer, et il est crédité d'une capacité à baisser nos émissions de gaz à effet de serre de tant de millions de tonnes. Et c'est comme ça qu'on a construit. Et effectivement, à ma connaissance, je crois que nous avons aujourd'hui le plan le plus précis, secteur du jeu par secteur du jeu, pour dire comment on y va et comment on fait l'étape de 2030 pour pouvoir faire raisonnablement bien l'étape de 2050. Parce que tous ceux qui vous disent qu'il faut regarder 2050 oublient une chose, c'est que d'abord, chaque tonne de CO2 lâchée dans l'atmosphère dérègle encore plus le climat. Donc plus on va vite au début, mieux on se porte. Et deuxièmement,
Le point de passage de 2030 va être essentiel pour crédibiliser le point de passage de 2050. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le déploiement territorial. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des budgets, c'est bien d'avoir des leviers, c'est bien d'avoir des politiques, mais comment j'aide monsieur et madame tout le monde à rénover son logement et à avoir en confiance, aller voir la bonne personne qui va lui donner le bon conseil, qui va lui donner les bons financements et qui va lui permettre de mettre en œuvre son projet de rénovation thermique en mettant à la portée de ses finances ce projet de rénovation thermique. C'est les aides que nous faisons, mais c'est toute une logique d'aller vers les gens et de leur proposer des solutions qui leur donnent le sentiment que l'écologie n'est pas un produit de luxe, que c'est pour tout le monde, qu'on soit ruraux ou urbains, qu'on soit qu'on soit au travail ou qu'on soit retraité, ce sont des solutions pour tout le monde et c'est là où on doit aller dans un niveau en fait, apporter de chaque Français et c'est la partie la plus difficile en réalité du plan et comment on embarque avec nous les collectivités locales, les entreprises et tous les services publics puisque tous les services publics doivent être aujourd'hui tendus vers cet objectif. Merci. Et ce qui nous reste encore à faire, et Jean y faisait référence, c'est de s'assurer que dans la durée, cette marche qui a été franchie et qui encore une fois est inédite historiquement en France et assez largement inédite en Europe, ou en tout cas qui nous place parmi les leaders, c'est certain, est franchie dans la durée. Puisque ce n'est pas simplement l'exercice d'un projet de loi de finances, d'un budget, c'est un exercice d'une capacité à planifier et donc à donner à l'ensemble des acteurs, les ménages comme les entreprises, la certitude que l'argent sera là après-demain et encore après-demain. Et d'où le travail qui est fait en ce moment, dans le cadre de cette négociation du PLF, grâce au, je ne sais pas s'il y a des députés de David Amiel, par exemple, qui est dans la salle ou d'autres, Olga, qui sont en train de gagner une bataille importante, qui est de dire tous les ans, à partir de l'année prochaine, le gouvernement devra présenter un plan de financement pluriannuel qui permettra d'assurer la cohérence sur plusieurs années du financement de la transition. Et ce qu'on se dit entre nous, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été formellement acté encore, mais en tout cas c'est ce qu'on se disait encore ce midi, c'est que le niveau qui est atteint cette année est cranté. Le niveau qui est atteint cette année ne redescendra pas. On a un débat, et ce débat il est légitime, de savoir dans quelle proportion on continue d'augmenter, parce qu'il en manque encore un tout petit peu pour aller vers la marche 2027 puis 2030, mais le niveau atteint cette année, je pense, ne sera pas redescendu dans les années prochaines, et ça, c'est fondamental. Parce que ça donne déjà plus 7 milliards. Si on se projette juste jusqu'en 2027, ça nous fait quand même 3 budgets. Ça fait déjà, ne serait-ce que ça, 21 milliards de plus pour la transition qui sont déjà actés. Donc c'est évidemment fondamental. Peut-être juste un point. Nous, on considère que c'est moitié public, moitié privé en termes de financement pour poser les idées et qu'ensuite on partage l'argent État avec l'argent collectivité locale. Et s'agissant de l'argent des collectivités locales, c'est surtout réorienter des budgets d'investissement parce que ces budgets d'investissement, ils existent, mais ils peuvent être au service de la transition énergétique. Alors, Léa, est-ce que tu es convaincue ? C'est un super début, merci pour ce lancement. Bonjour à tous. Juste déjà pour faire un retour sur le titre de la table ronde sur la transition écologique. Le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, et je parle évidemment sous votre juridiction, ne concerne que ou principalement l'atténuation du changement climatique. Ça veut dire que ces milliards supplémentaires, ces dizaines de milliards supplémentaires, ne concernent qu'un des deux pendants du changement climatique, l'atténuation, donc la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et ne concernent pas l'adaptation, c'est-à-dire l'adaptation de nos infrastructures, de nos conditions de vie, de nos sociétés, des écosystèmes desquels on dépend, aux conséquences qui sont déjà inévitables du changement climatique et à celles qui potentiellement pourraient y arriver, puisque, comme on le sait, le changement climatique est un problème global qui ne dépend pas seulement de l'orientation qu'on aura en France. Donc il y a d'abord ce problème supplémentaire qui se rajoute de financer l'adaptation. Et ensuite, quand on veut vraiment parler de transition écologique, il y a aussi l'enjeu de regarder au-delà et les autres questions environnementales auxquelles on est confronté. Et notamment, il y a les questions de biodiversité, il y a les questions de santé des sols, il y a les questions de gestion de l'eau. Et moi, quelque chose dont je n'ai pas envie, c'est un 2050 dans lequel on aurait atteint la neutralité carbone, mais dans lequel on n'aurait plus d'agriculture en France parce que nos sols ne sont plus fertiles. Donc il y a vraiment tous ces enjeux et problématiques à prendre en compte, avec
l'idée de garder à l'esprit que certaines sont compatibles et ont des financements qui sont les mêmes que ceux qui peuvent être des financements liés à l'atténuation, et que pour d'autres, c'est autre chose. Et que parfois même, c'est sinon incompatible, au moins un peu divergent. Donc l'idée d'élargir le scope et de se dire qu'au-delà de la transition énergétique, qui est un chantier immense, hein, et là, il n'y a pas de débat là-dessus, au-delà de la transition énergétique, il faut penser quelque chose de plus global, de plus important, et qui, par certains points, est antinomique, qui est la transition écologique, et que ça implique de remettre en question d'autres choses. Voilà. Est-ce que je suis convaincue ? Je suis comme tout le monde, j'attends de voir, évidemment. Il y a aussi la question de comment est-ce qu'au-delà de 2024, il y a dans le PLF notamment la mobilisation d'argent qui ne viendrait pas de cette espèce de marge de manœuvre qu'a laissé le bouclier tarifaire, quand même, qui était importante, qui a été largement utilisée cette année, mais qui ne sera plus là pour le PLF 2025, 2026, 2027, etc., pour pouvoir combler le différentiel. Sur les outils, avoir un budget vert, c'est très bien. Avoir une planification pluriannuelle de la transition écologique, c'est très bien, même si, de ce que j'en ai compris, il n'avait pas pour l'instant le même pouvoir normatif que celui qu'il y a sur la recherche ou sur les armées, qui est peut-être quelque chose sur lequel il faut pouvoir aller chercher plus loin. C'est des avancées considérables. Pareil, le SGPE, le fait qu'il y ait un plan aujourd'hui et qu'on ait des objectifs chiffrés sur lesquels tabler pour pouvoir avancer, et un objectif déterminé qui aujourd'hui ne se traduit pas encore tout à fait en discours politique concret, mais qui en tout cas est un objectif qu'on a sur la table, c'est une très bonne chose. C'est incontestable. Et je pense qu'il y a d'ailleurs un accord assez manifeste dans le monde associatif pour dire que c'est une bonne chose. Sauf que, comme toujours, le diable se cache un peu dans les détails. Et donc, vous avez cette première question des outils qui sont en train d'être créés et imaginés pour gérer les stocks de financement. C'est-à-dire, on injecte des sous. Et ensuite, il y a l'étape d'après qui est comment est-ce que ces financements-là sont utilisés, y compris des financements qui sont déjà engagés. Parce que toujours sur la question de l'adaptation, vous avez des projets d'infrastructure qui, naturellement, se déploient sur des dizaines d'années. Enfin, vous avez parfois des décennies entre le moment où est actée l'idée d'engager des travaux pour une infrastructure et le moment où ces travaux commencent vraiment. Entre ces deux moments, il y a peut-être besoin, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, de réviser tout un tas de petits paramètres internes, dont les analyses socio-économiques, mais pas seulement. Et en plus de ça, donc potentiellement de renoncer à certains projets qui ont été entamés il y a des décennies, et en plus, à côté de ça, de prendre en compte les questions d'adaptation. Vous avez je pense que c'est un think tank, mais c'est peut-être une agence qui est I4C, qui est une agence qui s'intéresse aux économies qui est présidée par ton voisin. Absolument, mais je sais bien. C'est un think tank, je le laisserai enchaîner là-dessus, qui a sorti récemment une note qui... alors, ils ont épluché les infrastructures qui étaient déjà en cours de financement ou de validation, et ils ont montré qu'il y avait à peu près 50 milliards qui allaient être engagés dans des infrastructures dont il n'est pas sûr que leurs analyses aient pris en compte les effets de l'adaptation au réchauffement climatique. Par exemple, si vous construisez un lycée aujourd'hui, on a vu l'année dernière que les lycéens avaient passé leur bac de français sous 40 degrés. Si vous construisez un lycée aujourd'hui, il faut pouvoir prendre en compte les effets du futur réchauffement climatique, au-delà de l'actuel, du futur réchauffement climatique. Sinon, on va se retrouver dans 10, 20, peut-être même moins que ça, ans, à réinvestir pour rajouter du confort d'été dans ces infrastructures-là. Donc c'est un problème extrêmement complexe, mais qu'il faut d'abord examiner sous l'angle de atténuation, est-ce qu'on fait ou pas ces projets, et adaptation, pour rester dans le seul scope climatique, et adaptation, comment est-ce qu'on adapte les infrastructures dont on a besoin et dont il est incontestable qu'on ne peut pas les arrêter aujourd'hui au changement climatique. Et ça, c'est des milliards qui sont par ailleurs pour une partie déjà engagés et qu'il faut réinvestiguer. Absolument, et on a parfaitement, tu as 100% raison, on a parfaitement conscience, c'est-à-dire dans le rapport, je crois que tu le mentionnes aussi, autant on est capable aujourd'hui de vraiment documenter les investissements nécessaires et la période de surinvestissement avant qu'on ait les bénéfices en termes d'économie d'énergie, de moindre importation. Je rappelle que l'année dernière, on a dépensé 110 milliards d'euros, 110 milliards d'euros pour acheter l'énergie fossile. Si on arrivait à garder à la maison ne serait-ce que la moitié de ces 110 milliards d'euros, on a réglé une grande partie de notre problème économique. Donc ça, forcément, ça implique d'investir au début pour créer les capacités de production, de transport, etc. Puis ensuite, on a tous les gains. Bon, et on est dans la période où il faut faire les surinvestissements avant d'avoir les gains. Et on a parfaitement conscience qu'à cet effort-là, ou à cet enjeu-là, s'ajoute le sujet de l'adaptation. Et c'est précisément pour ça que le gouvernement, c'est Christophe Béchu qui pilote ce chantier-là, a
là aussi, je pense, franchi une étape qualitative et politique supplémentaire en créant la question de la France à 4 degrés. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, et ce n'est pas très souvent dans le débat public, mais quand on parle des fameux 2 degrés, je pense que là, vous l'avez peut-être en tête, donc c'est les 2 degrés de réchauffement planétaire en moyenne mondiale, qui est l'objectif maximum de l'accord de Paris. En France, ces 2 degrés, ça veut dire 4. Parce que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. C'est pour ça qu'on dit, même si on tient les objectifs de l'accord de Paris, et je ne suis pas 100% convaincu qu'on va y arriver, même si on fait tout pour, la France, c'est 4 degrés de réchauffement. Et ces 4 degrés de réchauffement, c'est exactement ce que tu décrivais pour les hôpitaux, pour les lycées, pour les centrales, pour toutes nos infrastructures de la vie quotidienne, pour les routes côtières, pour tout ça. Et jusqu'à présent, c'était très largement un impensé. C'était très largement un point aveugle. Et là, cette fois-ci, ça y est, je crois qu'on a vraiment franchi un cap, non pas dans les financements, parce qu'on est en train de les documenter, mais dans la prise de conscience et dans la nécessité d'intégrer cette dimension dans toutes les infrastructures nouvelles et existantes. Et je pense que s'il y a des élus locaux dans la salle, et il y en a, ils savent exactement ce que ça veut dire d'avoir des infrastructures mal adaptées à la crise climatique qui est en train de produire ses effets. Avant de passer à la deuxième partie, est-ce que Jean, tu veux faire un petit mot de conclusion ? Oui, je veux bien. D'abord, pour confirmer tout à fait ce que tu dis sur l'adaptation, la découverte du rapport, c'est qu'en fait, on sait très peu de choses sur ce que ça coûte. Et donc, il faut vraiment travailler de manière urgente pour essayer de chiffrer et d'ajouter ça. Sinon, quelques points. Premier point, c'est une bataille politique qui s'engage. C'est une bataille politique qui, en Europe, je suis extrêmement frappé par la vitesse avec laquelle les choses changent et les positions se modifient. Il y a eu autour du Green Deal un accord dont Pascal, évidemment, était un acteur, mais cet accord qui réunissait, en fait, l'essentiel de la majorité au Parlement européen et l'essentiel des gouvernements est en train de se défaire. Donc, la bataille politique est devant nous. Et je pense que cette bataille, ça ne doit pas être une bataille sur on fait ou on ne fait pas, ou on fait semblant de faire, ou on fait ou on attend. Je pense qu'il faut faire, que les alternatives sont pires que l'effort que ça nous demande, mais il faut que le débat, ce soit comment on fait. Et là-dessus, il y a place pour un débat légitime, mais on va y venir. 2 remarques rapides. Premièrement, il y a une chose qu'on pourrait utilement, un instrument dont on pourrait utilement se doter, c'est d'un budget carbone. C'est quoi le budget carbone ? C'est qu'il faut se rappeler que l'augmentation de la température est fonction du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, si on fait plus d'émissions une certaine année, il faut rattraper ça les années suivantes. Et donc, le budget carbone, c'est la trace de ça. Et ça permet en plus de donner un peu de sens à la notion de dette climatique. Donc ce serait une addition intéressante à notre programmation. Le deuxième point sur lequel je pense qu'il y a un effort, un supplément à apporter, c'est que je trouve que le récit collectif n'est pas à la hauteur de la programmation telle qu'elle existe, telle que les techniciens la mettent en œuvre, la collection de mesures qui ont été décidées. Il manque un récit. Et le Conseil de planification écologique de l'autre jour n'a pas débouché sur un récit. Je pense qu'on n'embarquera pas, on ne fera pas ça si on n'embarque pas les Français, et on n'embarquera pas les Français si on ne leur montre pas de quelle manière ils peuvent contribuer à cet effort. Merci. Alors ça ouvre énormément de pistes qui ne sont officiellement pas dans le débat de cet après-midi, mais je te remercie quand même de les soulever. Je propose qu'éventuellement on y revienne dans les moments d'interaction avec vous, puisque je voudrais quand même qu'on aborde, même si je ne minore pas les points que tu viens d'évoquer, évidemment, et je le vis tous les jours dans le cadre de mes missions au Parlement européen, qu'on reste quand même sur la question de comment on finance tout ça. Et puis ensuite, on pourra ouvrir encore plus large. Donc, je te redonne la parole pour ouvrir la deuxième séquence, Jean, sur tes propositions, et en commençant par celle qui a fait couler beaucoup d'encre sur la question du financement par les plus riches d'entre nous. Alors, ce que nous avons dit dans le rapport, c'est d'abord, donc, ça va coûter cher, ça va coûter de l'ordre de la moitié pour le financement public. Le financement public ne voulant pas dire financement État, hein, il y a quand même aussi tout le financement des collectivités territoriales.
mais ça fait en gros de l'ordre d'une trentaine de milliards, un peu plus. Et donc la question, c'est où est-ce qu'on va les chercher? Là-dessus, le premier candidat, c'est évidemment le redéploiement des dépenses. C'est évidemment de faire moins de dépenses brunes. C'est évidemment de redéployer les dépenses brunes sur les dépenses vertes. Et ça, c'est largement d'ailleurs ce qui s'est fait pour dégager ces moyens budgétaires qui ont été dégagés. Mais la question, c'est jusqu'où on peut faire ça. Et si on ne peut pas simplement compter là-dessus, parce qu'il y a des limites, et puis il y a d'autres besoins de redéploiement, bien sûr, il y a d'autres besoins dans l'éducation, il y a d'autres besoins dans la défense, etc. À ce moment-là, la question, c'est est-ce qu'il est légitime de s'endetter et est-ce qu'il est légitime de poser la question du prélèvement? Alors, l'endettement, aujourd'hui, il n'y a pas de place dans les règles européennes pour l'endettement pour le climat. Le débat est en cours, mais on a besoin de mener ce débat. Mais le gouvernement a exclu, le ministre des Finances a exclu l'endettement, en tout cas pour l'État, peut-être aussi pour les collectivités territoriales, parce qu'elles sont dans le périmètre de Maastricht qui compte pour les dettes publiques. Je pense qu'il est sain de considérer qu'il y a certains investissements qui peuvent se financer par l'endettement. Donc ces financements, ça peut être les financements des collectivités territoriales pour améliorer la performance énergétique des bâtiments publics. Ça peut être aussi des dispositifs qui conduisent à aider les ménages à faire les investissements et à récupérer en fait sur une longue période le produit, la contrepartie de cet investissement. Il y a une proposition de loi intéressante d'ailleurs qui avait fait les socialistes dans la législature précédente là-dessus. Donc il y a des véhicules d'endettement qu'il ne faut pas exclure a priori. Évidemment, tout ça doit être sous contrainte de soutenabilité des finances publiques, mais on peut concevoir pour des objets limités des mécanismes d'endettement. Et ensuite, une fois qu'on a épuisé, disons, cette marge de manœuvre, il y a la question du financement par le prélèvement. Et là-dessus, ce que nous avons dit dans le rapport, c'est quel type de prélèvement. Et il y a un prélèvement qu'il ne faut pas exclure, et ça a fait couler beaucoup d'encre et suscité beaucoup de polémiques. Mais pourquoi est-ce qu'on a proposé alors pas un ISF vert, mais un financement par un impôt, un prélèvement non récurrent, exceptionnel, sur le patrimoine financier des 10% les mieux dotés, donc du décile supérieur, parce que ça peut rapporter significativement pour contribuer au financement de la transition, et aussi pour des raisons d'équité. L'équité, la notion d'équité qui est mobilisée autour de cette question, ce n'est pas une question d'équité au sens traditionnel. C'est une question qui se rapproche plus de la conception de l'équité en période de conflit, en économie de guerre. Et au moment où on a fait cette proposition, je n'étais pas conscient du fait que l'Allemagne, dans l'immédiate après-guerre, a fait un impôt exceptionnel sur le capital, parce que une partie des Allemands avaient traversé la frontière avec 2 valises, une partie avait perdu tout leur capital sous les bombes, et une partie avait conservé l'essentiel de leur capital. Et donc il y avait un problème d'équité entre tous ces détenteurs de capital, et l'idée de faire un impôt exceptionnel sur le capital s'est imposée. Et l'avocat, un des avocats de ce prélèvement, s'appelait Ludwig Erhard. Donc ce n'était pas un gauchiste. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Alors je sais que le gouvernement l'a exclu, bien sûr, le président l'a exclu, mais je reste persuadé que ça reste une piste possible, pour autant qu'on en ait besoin. Mais encore une fois, il y a 2 motifs, un motif de financement et un motif d'équité. Et c'est là où je passe la parole à Agnès. Et alors non, mais assez simplement, peut-être que la ligne que nous tenons aujourd'hui, c'est de dire, au fond... Alors d'abord, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons des crédits qui sont importants et dont nous ne sommes pas sûrs
de pouvoir les saturer compte tenu du nombre d'actions qu'on devra faire pour les saturer. Autrement dit, 5 milliards d'euros sur la rénovation thermique, je ne suis pas sûre que j'aurai assez de dossiers qui seront présentés, qui seront accompagnés convenablement et qui me permettront de dépenser ces 5 milliards d'euros. Je ne suis pas sûre parce qu'aujourd'hui, j'ai des problèmes de compétences pour la rénovation thermique. Aujourd'hui, sur tout le territoire, j'ai des problèmes d'accompagnement. Il y a des passages à l'acte qui peuvent être retardés chez les Français parce qu'ils attendent le départ du petit dernier ou ils attendent un événement un peu particulier pour rénover leur maison. Donc, en fait, ce n'est pas automatique. C'est pas comme il n'y a pas une fonction linéaire de crédit égale diminution des gaz à effet de serre. Sinon, je dirais que la trajectoire serait assez simple à construire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, ce que nous voulons faire, c'est d'abord la chasse à tous les passagers clandestins. Et il y en a encore pas mal des passagers clandestins. Quand on augmente la taxation du carburant, du kérosène pour les jets, et qu'on s'aperçoit qu'il était à 0% il y a quelques années, et qu'on l'augmente, qu'il était très bas, et puis qu'on met une taxation pour monter de manière massive, et ce qui fait qu'on a ces derniers temps une augmentation de 80%, on remet le passager clandestin dans la contrainte générale. Tous les secteurs doivent payer leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est valable pour le transport maritime, je rappelle qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, c'est valable pour l'aviation, c'est valable pour un certain nombre d'activités qui en fait échappent à la taxation parce qu'ils sont organisés mondialement ou parce qu'ils sont sous des traités et pour ces raisons-là, ils continuent à avoir des prix qui ne sont pas à due concurrence des émissions qu'ils génèrent. La troisième chose, c'est qu'effectivement, on est en train d'organiser un système où toutes nos niches fiscales doivent être balayées. Je vais prendre une niche fiscale qui est assez connue, le gazole non routier. Vous mettez du gazole non routier dans les véhicules pour l'agriculture, dans les véhicules pour les travaux publics et dans les véhicules pour le transport routier. Cette année, on s'est particulièrement attaqué au fait que le gazole non routier, en gros, avait très très peu de taxes, ce qui fait qu'il payait 2 fois moins que vous lorsque vous faites votre plein. Et on l'a fait forcément en ayant une négociation, parce que les agriculteurs, ce n'est pas forcément ceux dont on s'imagine qu'ils ont le plus de revenus. En tout cas, ça dépend de quel agriculteur on parle. Et donc, l'idée, c'est de dire toute la taxation qu'on vous remet et qui est légitime d'un point de vue économique et d'émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'elle vous revienne pour vous permettre en réalité d'avoir des solutions alternatives, parce qu'on ne peut pas vous enfermer dans une situation où vous payez la taxe, mais vous n'avez pas de solution. Et donc, il faut que vous puissiez vous payer ces véhicules qui fonctionnent au biocarburant ou au biogaz d'une manière ou d'une autre. Et on sait que ces véhicules aujourd'hui sont beaucoup plus chers que ceux que vous achetiez auparavant. Donc, c'est cette démarche d'accompagnement et de faire sortir chaque catégorie d'activité, chaque catégorie de personnes, finalement, de la trappe écologique dans laquelle il est enfermé, pour leur permettre d'avoir le bénéfice de l'écologie. Et ces sujets-là, en fait, sont très concrets. C'est-à-dire que c'est comme ça. Je pense que Jean parlait de récit, c'est essentiel, cette question du récit. Pas que du financement, mais c'est absolument essentiel. La façon dont nous pensons la planification écologique, c'est de se dire que cette planification écologique, elle va demander des efforts. Il ne faut pas mentir aux gens, elle va demander des efforts. Mais il y a une manière de la conduire où on peut en tirer le maximum. En tirer le maximum, c'est qu'à titre individuel, il y ait des bénéfices égoïstes quasiment pour les gens, une meilleure santé, peut-être sur certains sujets qu'ils se retrouvent financièrement, le fait d'avoir un meilleur cadre de vie. La rénovation thermique, basiquement, c'est plus de confort chez vous. Il fait bon l'hiver, il ne fait pas trop chaud l'été. C'est aussi ça, la rénovation thermique. Ce n'est pas juste baisser les émissions de gaz à effet de serre ou baisser la consommation d'énergie. Et donc, ces bénéfices-là, si on n'est pas capable de les montrer, on ratera notre objectif, parce que c'est difficile de mobiliser les gens sur l'idée qu'on va diminuer des émissions de gaz à effet de serre pour la planète, qui sont quand même deux abstractions, hein, la planète et les émissions de gaz à effet de serre. Et la deuxième chose, c'est qu'il doit avoir un bénéfice collectif. Ce bénéfice collectif, c'est comment derrière
chaque changement, on construit des filières qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse pour nous. C'est tout l'enjeu des pompes à chaleur. Ce n'est pas qu'on est tombé amoureux la semaine dernière des pompes à chaleur. C'est qu'on s'est dit que quitte à investir dans des chauffages qui émettent peu de gaz à effet de serre, autant faire qu'ils soient fabriqués en France et en Europe. Autant faire en sorte qu'ils rendent plus forte notre économie et qu'ils permettent à des gens qui ont peu de formation d'avoir un job, et plutôt un bon job, et plutôt un job durable. Donc cette logique-là qu'on emprunte en termes de récit. Et puis, sur les trajectoires à venir, si on arrive effectivement à enclencher cette dynamique où ce à quoi on renonce par rapport à quoi on accède, et je pense que l'enjeu que vous mentionnez de la biodiversité, des solutions fondées sur la nature et de tout ce qui est santé des sols, enfin planification écologique, est essentiel parce que les bénéfices sont beaucoup plus locaux. Un truc tout bête, la pollution lumineuse, vous luttez contre la pollution lumineuse une année, vous avez un boom de votre biodiversité. J'ai une passion pour les insectes et les papillons, mais oui, mais ça rend la vie plus belle quand même. C'est meilleur pour la pollinisation et ces bénéfices-là, vous les voyez chez vous. Donc là, vous commencez à intéresser les gens. Lorsque vous faites une zone à faible émission, la manière dont le présente le Rassemblement national, c'est de dire vous empêchez les pauvres de rentrer dans les villes. La manière dont nous, on doit le raconter, c'est non. D'abord, on donne des solutions aux pauvres, comme vous dites, et le leasing social, la voiture électrique dont on diminue drastiquement le prix, on le diminue de 15 000 €. On va créer demain ces voitures neuves que certains vont acheter. Ce seront des véhicules d'occasion dans 4-5 ans, et donc ils deviendront accessibles pour tout le monde. Donc on crée en fait la solution. Et puis surtout, c'est quoi des zones à faible émission? C'est des endroits où on diminue drastiquement le nombre de bronchiolites pour les bébés, l'asthme chez les gamins, et on diminue les décès précoces. Moi, j'ai envie de vivre longtemps en bonne santé. Et je pense que beaucoup de Français sont intéressés à ça. Et souvent, les zones où vous avez la pollution de l'air la plus élevée, c'est les zones où vous avez les personnes, les ménages les plus précaires qui vivent. Et ça, si on n'est pas capable d'avoir ce récit-là, on va aussi rater notre objectif. Donc il faut vraiment que chacun soit intéressé à cette transition écologique, qu'on lui donne les moyens financiers, qu'on ne soit pas dans la moralisation de « fais pas ci, fais pas ça », mais qu'on soit plutôt dans l'idée chacun à son niveau est acteur du sujet. Et ensuite, dernier point, et ça c'est un intangible, je crois, de notre politique, c'est qu'on mobilise les plus gros. Alors, peut-être pas de manière sur une taxation qui soit un peu transversale et qui, quelque part, est une façon aussi de faire de la stigmatisation de certaines catégories par rapport à d'autres, mais plutôt de dire, quand on a fait la sobriété, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de contraintes, il n'y avait pas de sanctions. On a baissé tous collectivement notre consommation de gaz et d'électricité de 12%. Et on l'a fait comment? On a mobilisé 300 fédérations, on a demandé aux 40 boîtes du CAC 40 d'avoir un plan sobriété, on a mobilisé tous les ministères qui s'y sont mis et qui avaient une charte très claire avec des suivis de baisse de consommation. On a demandé aux collectivités locales d'en faire autant. Tout ce mouvement-là a crédibilisé l'idée qu'en fait, ce n'était pas un truc en toc et un gadget, mais que tout le monde s'y mettait. J'ai bon espoir que ça continue. En tout cas, ce que j'observe, c'est qu'on a passé l'hiver, mais surtout qu'on a passé l'été en continuant à baisser notre consommation d'énergie et que quelque part, on a cranté quelque chose et que le monde ne s'est pas effondré, notre confort ne s'est pas effondré et qu'on s'en est retrouvé mieux. Donc ces récits-là, on en a besoin aussi pour tirer le fil du financement et de la transition écologique. Alors, tu es toujours convaincue, Léa? Toujours pas, mais on m'invite parce que je ne suis pas convaincue, donc je perdrais tout intérêt à être là si je l'étais. Je reviens juste sur la question du financement, et je pense que ce rapport-là, il a aidé aussi à repousser un peu plus loin un certain nombre de tabous qui s'étaient installés sur l'endettement. C'est vraiment ça. Il y avait un tabou politique sur plus ou moins l'intégralité du spectre partisan, qui était de dire l'endettement, ce n'est pas possible. Ça nous met dans une position difficile vis-à-vis de nos partenaires et vis-à-vis de tous les acteurs économiques et financiers avec lesquels nos entreprises pourraient être en interaction. Et je vous rejoins complètement sur le fait qu'on ait besoin d'entamer ce débat de manière sereine et de manière un petit peu intelligente, plutôt que de le rejeter d'un revers de la main en disant « ce n'est pas possible, ça n'existe pas ».
tout l'enjeu de la transformation écologique est qu'on va devoir repenser le monde avec des règles nouvelles et plus seulement ni avec les règles d'hier, ni avec une modification un peu incrémentale des règles d'hier. Ce qui, de fait, veut dire que c'est plus compliqué que ça ne l'était et que ça implique d'explorer de nouvelles voies. Mais l'endettement en est un, la fiscalité en est une. Et quand vous regardez ce qui convaincrait les gens dans les sondages d'opinion, dans la littérature que vous avez en sciences cognitives, en psychologie cognitive, en sociologie, sur ce qui convaincrait les gens de s'intégrer à une transformation écologique, c'est-à-dire eux, en tant que petits morceaux d'un grand ensemble, le premier élément qui sort, c'est la répartition juste de la charge. Et ça, c'est indispensable. Et donc, c'est pas une question de stigmatisation de certains acteurs. C'est de se dire que la charge doit reposer sur chacun à la mesure de ses possibilités. Et les gilets jaunes, qui sont un des grands fantômes du gouvernement. Les gilets jaunes, qui ne sont jamais vraiment constitués en plateforme politique définitive, quand vous les interrogiez, et pareil, la littérature scientifique qui s'est développée sur ces questions-là vous montre qu'il y avait deux grosses revendications principales. La première, c'était le retour de l'ISF, donc cette idée de répartition de la valeur, de la charge, et le développement, justement pour avoir une alternative, le développement de politiques publiques, qui sont en fait des politiques publiques écologiques, mais de politiques publiques, en particulier dans les zones périurbaines et rurales, qui permettent d'éviter de prendre la voiture et donc de se retrouver sous le coup de la taxe. Donc ces questions-là, on ne peut pas les évacuer comme ça. C'est fondamental de se dire qu'il va falloir mobiliser tous les leviers dont on dispose, que nécessairement, il y en a certains qui doivent réentrer dans le champ de nos discussions, l'endettement qui effectivement a été mobilisé pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale et par ailleurs à plein d'autres moments dans l'histoire financière, la fiscalité. Il y a Contexte, qui est un excellent média, qui a fait fuiter il y a quelques jours, semaines, un document de l'Inspection générale des finances qui avait étudié 10 possibilités de fiscalité différenciée qui pouvaient être appliquées dès 2024, qui contenaient donc une augmentation de la TVA sur les vols intérieurs en avion, qui contenait une augmentation du malus automobile. Toutes ces propositions-là, qui étaient donc 10 propositions qui pouvaient ramener, je veux pas me tromper sur les chiffres, donc je vous donne une fourchette, c'était à peu près 30 milliards entre 2024 et 2027, et après 2030, elle faisait économiser ou amenait 12 milliards par an. Donc c'est des choses, la fiscalité, c'est pas du tout un levier à minimiser, c'est fondamental. Toutes ces mesures-là ont été repoussées alors qu'elles auraient pu entrer dès... C'est pas vrai, le malus, il a été renforcé. Oui, mais par il a été renforcé, mais pas selon les critères qui avaient été étudiés par l'IGF à ce moment-là, qui étaient supérieurs. Bon, on mettra en ligne ce document, de toute façon. Abonnez-vous à Contexte, c'est un très bon média. Donc tous ces leviers-là doivent être mobilisés. Et ensuite, vous avez aussi la question de dans quel secteur vous privilégiez ou pas l'aide, et notamment l'aide publique. Parce qu'il y a la question de l'aide privée qui est effectivement fondamentale et dont j'ai l'impression qu'on parle un petit peu moins en ce moment. Emmanuel Macron, il y a quelques mois, a annoncé une aide de 8 milliards à l'aviation pour développer l'avion vert. Donc vous savez que nous, en tant que militants écolos, c'est pas qu'on aime taper sur l'avion, je vous le dis, ça nous fait pas plus plaisir. Mais on est obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a certains secteurs, soit dont les acteurs privés sont suffisamment puissants ou financés pour devoir faire de la R&D tout seuls dans leur coin, sans que l'État ou les pouvoirs publics apportent une aide supplémentaire, parce qu'il y a certains secteurs qui en ont davantage besoin, et d'autre part qu'il y a certains secteurs dont on ne peut pas se résoudre à attendre qu'une solution dont on ne peut pas être sûr arrive soudainement sur la table. Donc il y a un peu ça aussi dans l'idée dont je parlais tout à l'heure de prendre en compte les autres enjeux que simplement les enjeux climatiques. C'est que c'est au-delà de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'aviation, ça ne veut pas dire qu'il faut que les géants français de l'aviation disparaissent. Ça veut dire qu'à partir du moment où on considère, et c'est le cas, que l'argent qu'on peut distribuer en tant que pouvoir public est nécessairement limité, il faut hiérarchiser les acteurs et les secteurs auxquels on choisit de le distribuer. Et que peut-être qu'un secteur prioritaire aujourd'hui, ce n'est pas l'aviation. Et dernier point, et après j'arrête mon tunnel de parole, il y a l'enjeu aussi fondamental à ne plus distribuer d'argent public sans une quelconque sorte d'étude d'impact environnemental ou de critères environnementaux. Aujourd'hui, vous avez le SGPE qui a fait un travail remarquable sur la quantification des objectifs
Et à côté, vous avez le SGPI qui, sans critères environnementaux, distribue des millions à des projets qui parfois sont antinomiques à la transformation écologique. Donc c'est un tableau global à reprendre et à réassembler. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on était... Allez-y. Je fais juste un tout petit mot de commentaire. On arrive dans les 20 dernières minutes et vous allez avoir la possibilité, si un micro peut se balader... ouais, c'est bon, il y en a un au fond de la salle. S'il y a quelqu'un pour le faire, je vais donc vous donner la parole dans quelques secondes. Juste peut-être 2-3 mots de réaction. D'abord, la bataille du financement de la transition, et donc de la question du traitement spécifique de la dette financière qui réduit la dette écologique, on la porte, et tu le sais très bien Jean, dans le cadre de la réforme du pacte de stabilité qui est en ce moment en négociation au Parlement européen et entre les États membres. Et on était relativement satisfait de la proposition initiale de la Commission européenne, qui a eu un coup de rabot allemand, qui du coup remet de la rigidité dans une logique procyclique, comme on dit en économie, alors que nous, précisément, on veut quelque chose qui soit beaucoup plus flexible et qui nous permette à la fois d'assurer la soutenabilité financière de la dette, mais aussi la soutenabilité écologique de la dette. Donc c'est une bataille que l'on est en train de mener. J'espère qu'on sera rejoint par d'autres États et par d'autres groupes politiques au Parlement européen. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'on est totalement aligné avec le fait que la transition écologique ne marchera que si elle est juste. Et que si on demande plus à ceux qui ont plus et on permet l'accès facilité à ceux qui ont moins. Et ce principe-là, il guide une très grande partie de notre action. Tu as donné quelques exemples, mais tu n'as pas dit, parce que tu n'as pas eu le temps de le faire, que quand tu es arrivé au gouvernement, tous les crédits financiers pour la rénovation des bâtiments étaient pour les classes moyennes et moyennes supérieures par un crédit d'impôt, qu'aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est surtout les catégories populaires, 80%. C'est 5 milliards d'euros qui sont passés des catégories des CSP+, au CSP-. Bon, quand on fait la taxation de l'aérien avec le prix du carbone à 100 € la tonne, 80 € la tonne, ça veut dire qu'on taxe 2 fois plus une émission de CO2 par un avion que par une voiture. Et ça, c'est notre résultat. Quand on met fin aux passagers clandestins du maritime, parce que jusqu'à présent, le maritime était exempté et que le résultat de notre action au niveau français et européen, c'est que dorénavant, le maritime paye son juste prix, y compris sur, évidemment, tous les grands trajets qui viennent de Chine et qui contribuent à la mondialisation d'un peu tout et n'importe quoi, qui ne payaient pas le CO2. Maintenant, ils payent le CO2. Donc cet enjeu de justice, je pense qu'on l'a vraiment chevillé au corps, à la fois pour des raisons de valeur et des raisons d'efficacité. Et c'est là où on peut avoir un désaccord, non pas sur le principe, je pense qu'on n'en a pas, mais sur la mesure. Et effectivement, aujourd'hui, on considère qu'on a d'autres façons d'y arriver que la mesure que tu proposes. Ce qui ne veut pas dire que demain ou après-demain, ça ne puisse pas faire sens. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on a actionné beaucoup d'autres leviers que celui-là. Et je conclurai en disant que moi, il me semble qu'il y en a un qu'on n'a pas encore actionné et qui est fondamental. On en parlait tout à l'heure, c'est la réforme de la taxe carbone. Tu évoquais le sujet gilet jaune tout à l'heure. La taxe carbone, c'est aujourd'hui un impôt qui est, comme on dit dans le jargon fiscaliste, qui est flat. C'est-à-dire vous payez, que vous soyez milliardaire, que vous soyez smicard, que vous soyez RSA, quand vous émettez 1 tonne de CO2 avec 1 litre de carburant, vous payez la même taxe carbone. Ça, c'est profondément injuste. Profondément. Et donc, moi, je pense qu'une réforme simple, pas forcément techniquement simple, mais on a réussi à faire le prélèvement à la source, on a réussi à faire plein de choses. Je veux dire, c'est compliqué jusqu'à ce qu'on y arrive. Soyons un peu à l'ère de l'intelligence artificielle. Je suis sûr qu'on peut croiser quelques bases fiscales publiques. C'est de faire une taxe carbone progressive, qui peut être même moins chère pour les premières dépenses de CO2, les premières tonnes de CO2 émises, où on peut dire, voilà, il y a une sorte de, 1 tonne de CO2 qui est gratuite, parce qu'il faut bien vivre. Et puis ensuite, ça monte, et quand vous êtes à 15 tonnes de CO2 ou 20 tonnes de CO2 parce que vous prenez l'avion tous les week-ends, etc., à ce moment donné, vous payez vraiment très cher le CO2. Et là, je pense que c'est une réforme qui, à mon avis, est absolument fondamentale pour remettre de la justice dans tout le système, et revenir avec quelque chose qui soit à la fois efficace sur le plan climatique et qui soit juste et acceptable sur le plan fiscal. Pour te dire, et Agnès a plein d'autres choses, plein d'autres idées aussi, pour te dire que ce n'est pas parce que nous ne reprenons pas la proposition que vous avez faite dans le rapport qu'on n'a pas exactement le même objectif. Oui, je voudrais rebondir sur ça. Il y a une chose je suis en train d'y penser là quand je t'écoute,
plutôt que de faire des choses complexes. Il y a un dispositif qui s'apparente exactement à ça. Ça s'appelle le chèque énergie. Le chèque énergie, c'est finalement un financement qui va aux gens qui en ont le plus besoin et qui couvre un montant. Alors après, on pourrait le faire de manière un peu différente, mais qui quelque part, comble ce qu'on considère être un minimum d'accompagnement pour faire face à des factures énergétiques qui sont en règle générale fossiles. Et cette approche du chèque énergie, elle a deux atouts. La première, c'est que c'est le dispositif public qui a le taux de recours le plus élevé. C'est-à-dire que plus de 80% des gens qui doivent en bénéficient. Et ça peut vous surprendre, mais vous pouvez prendre plein de dispositifs, la prime d'activité, le RSA, où en fait ces taux-là ne sont pas atteints. C'est-à-dire que ça atteint effectivement sa cible, y compris les plus modestes, les plus précaires, les fâchés avec l'ordinateur, les fâchés avec l'administration. Et la deuxième chose, c'est que c'est un dispositif très juste d'une certaine manière, c'est-à-dire que si vous faites vous-même des efforts, eh ben vous avez un petit bénéfice et que vous pouvez complètement le piloter, l'augmenter, etc., en fonction de la situation, y compris, par exemple, si les prix augmentaient, on pourrait imaginer des dispositifs de calage sur le coût de l'énergie. Donc, c'est un outil qui existe et qui a beaucoup de mérite et qui nous est beaucoup envié, d'ailleurs, au niveau européen. Beaucoup de gens qui viennent nous voir pour dire comment ça marche et comment vous l'avez déployé. Et ça peut être un fondamental pour gérer la taxe carbone. Ça répond justement à l'accompagnement supplémentaire des moins aisés. Ça ne répond pas à l'effort de justice de tous. Et je pense que là, pour le coup, moi, je te rejoins totalement, Jean, parce que c'est comme sur le Covid. Si on a le sentiment que c'est injuste, ça ne marche pas. Le Covid, ça a marché parce que tout le monde était concerné. Et il ne peut pas y avoir de trou dans la raquette, donc il faut que ce soit juste, sinon ça ne marchera pas. Un petit mot, vraiment 2 minutes, et après je vous passe la parole. Levez la main. Moins de 2 minutes. Je pense que je vais faire un commentaire essentiellement politique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que le président des riches est quelque chose qui lui colle à la peau. J'ai le sentiment que la transition écologique, c'était peut-être l'occasion, sans se déjuger, de montrer qu'il n'était pas systématiquement biaisé comme on le lui reproche de l'être. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui se balade? Oui, il est là. Donc, s'il y a des gens dans ta zone, voilà, et ensuite on fera comme ça, parce que les spots m'empêchent de voir. Et on fait quelque chose d'équilibré sur le plan du genre. Voilà, alors j'appartiens à la génération baby-boomer. Et vous parlez de justice. Et en ce qui concerne de faire de la dette en plus, eh bien, je suis vraiment désespérée de la passer à mes petits-enfants. Et ce que vous allez passer à votre petits-enfants, si on ne fait pas les investissements, c'est surtout l'impact du dérèglement climatique. Et ce qu'a montré, on n'en a pas parlé, mais ce qu'a montré le rapport de Pisani, de Jean et Selma, c'est que le coût de l'inaction, on n'en a même pas parlé, mais le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Non, mais bien sûr, mais je comprends bien. Alors, monsieur, oui, allez-y. Merci pour cet exposé qui était effectivement très intéressant. Sur la partie des 60 milliards que vous évoquiez, il y a une partie publique avec une grosse part de financement par l'État, mais il y a les collectivités locales aussi. On n'a pas trop évoqué la façon dont les collectivités locales vont pouvoir être en capacité de supporter ces investissements additionnels. Et est-ce que si on ne réfléchit pas ça maintenant, on n'est pas en train de créer des inégalités territoriales face au réchauffement climatique pour demain? Parce qu'il y a des collectivités territoriales qui n'ont pas la capacité de supporter des investissements significatifs additionnels. Puis ma deuxième question, c'était sur la part privée, avec la proposition de taxer le patrimoine financier, les plus hauts patrimoines. Est-ce que là, on ne va pas aussi s'handicaper sur la part d'investissement privé dont on a besoin, et c'est 30 milliards sur les 60, en créant de la distorsion avec, par exemple, d'autres pays européens qui n'auraient pas ces mécanismes fiscaux, et en faisant finalement fuir une partie du patrimoine et de notre capacité d'investissement privé. Alors, on va prendre 2-3 questions. Monsieur au premier rang, et puis ensuite Jean répondra. Oui. Bien sûr.
Oui, donc Pierre Laïle-Rose, on est ici pour parler d'Europe et j'avais compris qu'il y avait des financements, en tout cas un véhicule d'endettement européen qui avait été débloqué ou approuvé au niveau européen. On n'en a pas parlé. Est-ce que c'est une incompréhension? Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore signé ou, voilà. C'était ma question. Ok, je répondrai à celle-là. Monsieur. Et Antoine, comité de Pau. Il y a un mécanisme très intéressant qui commence à se mettre en œuvre en Europe, qui est le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, expliquer quelle est, je dirais, l'ampleur de la pénalité qui sera appliquée aux produits donc, qui sont produits et importés en Europe en provenance de pays qui ne font pas d'efforts? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que ça va monter? Voilà, quelle est la progression qu'on peut en attendre à l'avenir? Et une dernière question par une dame. Désolé, madame. Bonjour, Brigitte Rétou, donc Châtillon, 92. Je voulais savoir comment, dans ces économies, on peut intégrer l'avancement technologique, c'est-à-dire comment vous envisagez d'utiliser les différentes avances technologiques. Je prends un exemple, par exemple, l'hydrogène comme carburant de l'aviation, qui est fortement envisagé et financé par la Direction générale de l'aviation civile d'ores et déjà cette année. Donc, avant même de parler de recherche, on peut dire qu'il existe des solutions aujourd'hui qui permettraient de faire des économies, et dont une hyper importante, l'hydrogène blanc, qui est en France, qui est en Lorraine. Est-ce que c'est d'ores et déjà connu, pris en compte dans vos économies, ou est-ce que ça fait partie de l'avenir seulement? Parfait, merci beaucoup. Alors, Jean, peut-être l'hydrogène pour toi, Agnès, et je ferai les sujets européens. Bon, sur les collectivités... Non. J'informais juste que je devais partir, mais c'était pas plus important. Non, moi j'ai rien à dire. Bon, d'accord. Sur les collectivités territoriales, oui, bien sûr, les collectivités territoriales doivent être mises en position d'être acteurs. Ça suppose notamment de leur permettre de s'endetter sur le long terme, dans des conditions qui leur permettent de tirer parti des gains, justement, en termes de coûts variables induits par cet investissement. Et aujourd'hui, les normes d'endettement des collectivités territoriales sont un peu trop serrées pour ça. Ça suppose évidemment aussi que, comme les collectivités territoriales sont dans le périmètre de Maastricht, qu'on accepte ça au niveau européen. Je dis un mot sur les sujets européens. Ce qui se passe, ce qui nous attend, c'est qu'aujourd'hui, on a 50 milliards par an de financement dans le cadre du programme post-pandémie. À partir de 2025, on tombe à 20 milliards. Donc, on a un gap de 30 milliards, et ce gap de 30 milliards, pour l'instant, on n'a pas décidé comment on le comblait. Donc, ça fait partie du débat. Sur faire fuir par la taxe, non, parce que ce que je propose, c'est une taxation non récurrente. Donc une taxation non récurrente, c'est quelque chose qui ne porte pas sur l'avenir, qui n'affecte pas les comportements, parce que les comportements futurs ne seront pas soumis à cette taxe. Et je pense que la transition offre l'occasion de le faire de manière crédible. Je réponds sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, encore que non, je laisse ça à Pascal. Je réponds sur la technologie. Je trouve que c'est tout à fait vrai, et je voudrais quand même donner une bonne nouvelle. L'Agence internationale de l'énergie vient de publier un rapport qui fait le point sur où on en est en termes du coût du passage au net zéro. Eh bien, ce coût a baissé, et la vitesse à laquelle se déploient les technologies est beaucoup plus importante que ce qu'elle pensait il y a ne serait-ce que 2 ans et demi. Donc, c'est important. On a des bonnes nouvelles sur le front de la technologie. Peut-être ça va faire réagir. Absolument. Léa, un mot de conclusion avant que tu t'en ailles. Ouais, pardon, j'ai un train un peu tôt, donc je vais devoir vous abandonner. Mais le sujet de la technique va être de toute façon fondamental. La question, c'est est-ce qu'on concentre une partie des efforts, en particulier financiers et de formation, parce que c'est un autre pilier de la transformation écologique duquel on n'a pas pu parler, mais il y a une partie de ce financement qui va devoir aller à la formation initiale et continue
des individus. Hein. Donc, est-ce qu'on concentre une grosse partie de nos financements sur des technologies dont on sait qu'elles sont déjà matures ? Et il faut que ce soit la partie principale, je pense. Quel levier on donne à la sobriété, mais en tant que pilier structurel? Parce qu'une des grandes raisons pour lesquelles on a aussi eu une baisse de 10% de la consommation l'été dernier, c'est parce que les gens n'étaient pas capables de se payer de l'énergie. Ça, il faut quand même le dire. Donc on n'a pas envie d'avoir une sobriété qui soit une sobriété subie. Ça, c'est aussi un pilier important. Vous allez réagir quand je ne serai pas là, comme ça, ça vous laissera plus de temps. Mais fondamentalement, la question n'est pas de continuer ou pas la recherche et développement. Sur la question de l'hydrogène, il y a tout un tas de procédés dans l'industrie qui utilisent de l'hydrogène qu'on pourrait effectivement remplacer par de l'hydrogène décarboné ou de l'âge de blanc. Et si l'âge de blanc fonctionne comme on le pense aujourd'hui, ou en tout cas est présent en quantité telle qu'on le pense aujourd'hui, ce serait une bonne nouvelle. Pour autant, il ne faut pas oublier à côté de ça que l'exemple de l'aviation est assez flagrant parce que le Airbus nous avait annoncé des avions à hydrogène à horizon 2035. Ils sont finalement un peu rétropédalés pour nous dire 2050. Mais derrière l'avion à hydrogène, ce n'est pas simplement on prend la flotte actuelle et on change nos combustibles par de l'hydrogène. C'est on invente une forme nouvelle parce qu'il nous faut de l'hydrogène liquide. Il faut probablement, à côté des aéroports, du coup, de nouvelles infrastructures pour permettre de créer cet hydrogène, parce que ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur d'énergie, l'hydrogène, comme l'électricité. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir le transformer à proximité, ou alors créer des chaînes et des réseaux pour le transporter du point de changement jusqu'aux aéroports. Ça veut dire qu'ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut pouvoir homologuer les carlingues et la flotte d'aviation, ce qui prend encore quelques années. Il faut ensuite les fabriquer, il faut les mettre sur le marché, et il faut que ça remplace la flotte existante. Donc la question, c'est en combien de temps on peut faire tout ça, et est-ce qu'on choisit de prendre ce processus-là comme le processus majeur de changement de l'aviation aujourd'hui? Peut-être qu'il faut commencer par faire beaucoup de sobriété sur l'aviation, un peu d'interdiction, un peu d'augmentation de TVA, et se dire que dès qu'on a un avion à hydrogène, parce que moi j'espère qu'on en aura un jour, on modifie, c'est ça. Mais il faut pouvoir être un peu itératif, un peu incrémental, mais se rendre compte que investir, alors vous me corrigerez, je ne sais plus si c'est 750 millions sur les SAF, les Sustainable Aviation Fuel, en se disant qu'on aura une part majoritaire de Sustainable Aviation Fuel dans nos avions au futur, c'est oublier les autres enjeux environnementaux et se demander d'où viendront ces SAF. Est-ce qu'on devra priver des terres arables de cultures mangeables par les humains? Est-ce qu'on devra raser des forêts pour faire ces plantations de biocarburants? Il y a derrière des vraies questions de gestion des arbitrages à faire entre les différentes ressources environnementales. Je me sauve, je suis désolée. Ce n'est pas par impolitesse, je vous prie de le croire. Rentre bien en train et pas en avion, évidemment, à Paris. Au revoir. Évidemment. Salut. Agnès, sur l'hydrogène et plus largement. Mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Léa, même si c'est pas bien parce qu'elle s'enfuit, du coup elle pourra pas réagir. Bon train néanmoins. C'est justement tout l'intérêt de faire de la planification écologique. C'est-à-dire quand on fait de la planification écologique, ces questions, elles sautent aux yeux, et la question typiquement de comment on protège les terres arables, dans quel ordre de priorité on traite nos terres agricoles, qu'est-ce qui est privilégié entre la forêt, les terres agricoles, et la manière dont on utilise ces ressources-là pour les mettre dans des biocarburants potentiels, c'est dans notre planification écologique aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait des choix qui étaient forts. Moi, je demandais d'un côté à Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, est-ce que tu es capable de t'engager sur ce niveau de production de biomasse? Est-ce que tu es capable de me dire que tu tiens ton puits carbone, tu as également suffisamment de culture pour nourrir les hommes et les animaux, et ensuite derrière tu as suffisamment de culture à me dédier moi entre deux cultures vivrières, enfin pour nourrir, pour l'énergie, et de l'autre côté dire à Roland Lescure, ministre de l'Industrie, est-ce que tu es sûr que tu as besoin d'autant de biomasse pour les avions, pour les bateaux, pour les voitures, et à la fin de dire, écoutez, il y a un ordre de mérite, et c'est dans cet ordre-là qu'on traitera les choses, et en fonction de ce dont on aura à disposition, certains usages, on ne les prendra pas. Et c'est ce qu'on a fait dans la planification écologique, et c'est ça qui fait toute sa valeur, c'est qu'aujourd'hui, on a mis en évidence les risques d'impasse, on a mis en évidence les endroits où il y avait discussion nécessaire pour pouvoir piloter les choses. Ensuite, sur la technologie,
je dirais 2 principes. La première chose, c'est qu'il faut avoir une approche de neutralité technologique. Je ne sais pas dans 10 ans, ou dans 20 ans, ça serait plus correct, dans 20 ans, si le sujet de la fusion nucléaire va avancer suffisamment pour que j'ai une solidité dans mon raisonnement pour me dire à la fin le sujet des déchets nucléaires va être traité et je pourrai indéfiniment utiliser de l'uranium retraité. Ce qui est quand même un enjeu dans la filière nucléaire. De l'autre côté, je ne sais pas si dans 20 ans, j'aurai résolu le problème de stockage à haute densité de l'électricité intermittente produite par certaines installations renouvelables. Si une des 2 pistes débouche, ça rééquilibrera les décisions. Je ferai plus de ceci et moins de cela parce que ça aura de l'intérêt de le faire ça sera plus efficace. Donc, il faut effectivement avoir une connaissance de tous les objets technologiques qui peuvent aboutir, les accompagner autant que possible et savoir faire des choix et avoir de la flexibilité par rapport à ça. Et je veux dire ici que le secrétariat général au plan d'investissement, il travaille avec le SGPE. 15 milliards d'euros des investissements, enfin l'essentiel des investissements que gère le SGPI sont directement orientés sur la transition énergétique et écologique. Et le reste sont filtrés au regard de cette transition. Quand on met des principes actifs de santé sur le territoire français, on a aussi un enjeu écologique de ne pas produire à l'autre bout du monde dans des conditions environnementales et au passage social qui sont raisonnablement discutables. Donc attention à ne pas laisser flotter ces idées qu'on aurait une espèce d'incohérence dans notre action. On a beau avoir l'air bête et la vue basse, il nous arrive d'avoir un minimum de cohérence. Dernier point, l'hydrogène blanc. Oui, on le regarde. Moi, j'ai pris l'habitude dans mes fonctions, ça fait maintenant quasiment 5 ans, jour pour jour, que je suis ministre, de penser qu'il y a une martingale dans n'importe quel type de politique publique. Il y a probablement une boîte à outils avec différentes solutions. Donc l'hydrogène blanc, on le regarde comme une des solutions possibles. Ce n'est pas renouvelable, ça ne vous aura pas échappé, puisque c'est une énergie qu'on irait chercher dans nos sous-sols, donc ça ressemble étrangement à de l'énergie fossile, mais ça a le bon goût de ne pas émettre du CO2. Et deuxièmement, est-ce que il y en a une quantité suffisante? Et troisièmement, est-ce que quand on l'exploite, on ne fait pas sortir d'autres choses avec, par exemple du méthane, qui serait terriblement réchauffant pour l'atmosphère? Donc c'est ces 3 objets-là qu'on regarde, c'est-à-dire est-ce qu'on en a la quantité suffisante? Est-ce qu'on a des processus qui permettent d'éviter d'avoir des effets négatifs lorsqu'on l'utilise? Et est-ce que c'est financièrement possible? Et donc il y a des permis qui commencent à être instruits. Merci beaucoup. Et vous pouvez applaudir, évidemment. Donc, je conclurai l'ensemble de la table ronde, puisqu'on arrive vraiment à la toute fin du créneau horaire qui nous a été imparti, mais on a eu des problèmes de micro au début, donc bon, c'est un principe de justice. On a fini aussi à quelques minutes de retard. Sur les 2 questions européennes qui ont été posées. Oui, on a, et je ferai aussi une entrée plus politique que technique. Donc on a effectivement une grande partie des financements, et tu viens de le rappeler, qui est issue du plan de relance européen. Le plan de relance européen, c'est 750 milliards d'euros. C'est un accord historique inédit, à commencer par un accord entre la France et l'Allemagne, et puis ensuite élargi à tout le monde, qui est précisément un des éléments qui a sauvé des millions d'emplois et des centaines de milliers d'entreprises en Europe. Et il faut que vous sachiez, que vous disiez que, nous sommes à l'origine de ce sauvetage, mais le Rassemblement national a voté contre. Que le RN a voté contre le plan de relance qui fait que nous avons pu sauver un certain nombre d'entreprises et d'emplois et qu'on a aujourd'hui une masse financière d'investissement dans la transition écologique, notamment pour rendre accessibles les solutions, qui est inégalée et qui n'aurait clairement pas été ce qu'elle est aujourd'hui sans ce plan de relance. Deuxième élément, la taxe carbone aux frontières, dit le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mais dans le débat français, c'est souvent taxe carbone aux frontières. Ça faisait 20 ans qu'on en parlait. C'est Jacques Chirac, le premier, qui avait initié, puis c'était repris par Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Tous l'avaient porté, aucun ne n'avait réussi à le faire. Nous, on l'a porté et on l'a fait. Et ça veut dire que pour la première fois, on intègre la question de la lutte contre le dumping climatique dans les règles du jeu du commerce international. Ça veut dire que de l'acier, de l'aluminium, des fertilisants, etc., toutes des choses qui sont très émettrices de CO2, lorsque ça rentre en Europe, ça paye exactement le même prix du carbone que si ça avait été produit en Europe. Donc c'est un outil de protection contre le dumping climatique. Donc, on peut en être très fier. Et là aussi,
le RN n'a pas voté le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et donc n'hésitez pas à le dire, et on va sortir dans quelques semaines un livret, nous, la délégation, ensemble au Parlement européen, un livret sur tous les votes clés du RN. Parce qu'on est aussi dans cette bataille politique-là, et on le sait, l'écologie fera partie de cette bataille contre le RN. Parce qu'eux, ils vont venir, comme tous les partis d'extrême droite, pour aller nous chercher sur l'isolation des bâtiments, sur la voiture, etc. Parce que maintenant, on a deux fronts. Historiquement, il n'y avait qu'un seul front. C'était le front de ceux qui disaient, comme Léa d'ailleurs, que vous n'en faites jamais assez. Et c'est vrai, on doit continuer à en faire plus, mais quand on voit tout ce qu'on fait de plus depuis quelques années, je pense que ça commence à se voir. Et du coup, comme ça commence à se voir, ça crée un autre front. Et c'est un front qui n'existait pas avant. Mais comme on rentre dans le dur de la transition, il est là. Et il faut qu'on apprenne, nous, collectivement, politiquement, à gérer cette nouvelle situation. Et un premier élément, c'est de dire, rappeler au Rassemblement national que nous, on peut aller dans une usine ArcelorMittal à Dunkerque ou à Fos-sur-Mer, parce qu'on a voté la protection de ces sites industriels contre le dumping climatique chinois ou indien, alors que eux non. Et il faut aller chercher sur ce terrain-là aussi. Donc c'est pour ça qu'on fera un catalogue de tous ces votes RN que l'on pourra exploiter dans la campagne qui s'ouvre. Je vous remercie beaucoup. Et bonne continuation de Campus Européen. Merci encore.